88, c'est le chiffre de la semaine. 88, c'est le nombre de nouveautés des 2 dernières semaines. Aligné par rapport à la normale, ça va peut-être un peu augmenter parce que dans quelques semaines, je crois que c'est début juillet, il y aura le Summit de New York. On débrive les nouveautés AWS, c'est le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Mais rassurez-vous, on ne va pas débriefer les 88 nouveautés. J'en ai sélectionné une douzaine à peu près pour vous. Ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, serverless, réseau, ECS, EKS, agent évidemment, base de données. Et puis en fin d'épisode, on parlera d'un changement dont vous devez être conscient avant novembre. Il faut que vous lisiez au moins le blog post sur le comportement des SDK, mais je terminerai avec cela. Avant ça, je veux vous faire part de Cloud Platform qui est disponible de façon générale sur AWS. Donc les modèles Cloud étaient disponibles depuis très longtemps, sont disponibles sur Bedrock et il n'y a rien qui change là, mais de nombreux clients nous avaient dit qu'ils souhaitaient aussi utiliser la plateforme Cloud Desktop ou autre, via leur compte AWS. Et donc, c'est possible depuis maintenant. Vous pouvez vous authentifier avec IAM. Vous pouvez être facturé par AWS sur votre facture AWS. Vous pouvez auditer l'usage des outils Cloud dans CloudTrail. Mais toutes les données partent chez Anthropic. Donc, c'est la plateforme Anthropic qui devient disponible à travers une authentification, une facturation et une observabilité d'AWS. Donc attention à la différence de Cloud sur Bedrock où là les données restent chez AWS. Quand vous utilisez Cloud Platform, vous utilisez l'infrastructure d'Anthropic, donc les données sortent du périmètre que vous connaissez, du périmètre de sécurité d'AWS. Mais ça lock pas mal de cas d'utilisation et je vous invite à aller voir le What's New qui est évidemment, je ne le dis pas chaque semaine, dans les notes de ce podcast. Nouveauté sympa dans le déploiement de containers sur Amazon ECS. Si vous faites des déploiements maintenant, dans le life cycle du déploiement, eh bien vous pouvez mettre une pause, c'est un hook, donc le déploiement va s'arrêter au point que vous définissez. Ça génère un événement Event Bridge que vous pouvez utiliser pour déclencher des workflows d'automatisation, des systèmes d'approbation, des systèmes de validation. Une fois que ces systèmes manuels ou automatiques se sont exécutés, eh bien vous pouvez soit continuer, soit faire un rollbacker, comme j'aime bien dire, le déploiement avec une nouvelle API d'ailleurs sur ECS qui s'appelle Continue Service Deployment. Cette pause peut s'étendre jusqu'à 14 jours et puis évidemment il y a un time mode qui est configurable aussi pour soit de continuer, soit de faire le rollback du déploiement. Donc ça permet de customiser quand même très fortement ces déploiements de solutions containerisées sur Amazon ECS. SAM, le Serverless Application Model, qui est aussi une ligne de commande. Si vous déployez, si vous écrivez des applications serverless, beaucoup avec Lambda, vous connaissez certainement SAM, qui est à la fois donc cette ligne de commande et à la fois, j'aime bien la définir comme une espèce de macro au-dessus de CloudFormation qui vous permet donc d'écrire de l'infrastructure as code orientée serverless sans devoir expliquer tout le détail à CloudFormation en prenant quelques raccourcis. Eh bien, SAM supporte maintenant les CloudFormation Language Extension. Ce sont des fonctions que vous pouvez appeler en CloudFormation. C'est disponible dans CloudFormation depuis très longtemps. Ça l'était pas dans CLI. Le cas typique pour lequel ça va vous intéresser, c'est une fonction qui s'appelle for each. Imaginez que vous ayez 10 fonctions lambda à déclarer avec juste un nom qui change et juste 2-3 paramètres des variables d'environnement par exemple qui changent. Eh bien avant dans SAM vous deviez faire un copier-coller et avoir 10 fois votre fonction dans votre template SAM. Grâce au for each, ce n'est plus nécessaire. Maintenant, vous pouvez avoir une boucle dans votre template et donc ne pas vous répéter. Gardez ce principe bien connu des développeuses et développeurs qui est le dry, don't repeat yourself. Alors, for each, c'est pas le seul. Il y a aussi fn length, la longueur d'une chaîne de caractères, très utile pour valider des inputs par exemple. Il y a un toJSON string qui permet de transformer une chaîne de caractères en JSON. Et puis, il y a le bon vieux find in map qui existe
existe dans CloudFormation depuis toujours, je crois, qui permet à aller retrouver une valeur dans un tableau. Le cas typique d'utilisation pour lequel moi j'utilisais ça dans CloudFormation, c'est trouver des EMI ID par région, parce que vous voulez utiliser la dernière version d'Amazon Linux 2023, eh bien ce sont des EMI ID différents dans chaque région, donc en fonction de la région dans laquelle le template s'exécute, et avec la fonction find in map, il peut aller rechercher le bon EMI ID pour une région donnée. Il y a juste une ligne à rajouter en début de votre transform section, là tout en haut vraiment de votre template SAM, pour dire que vous supportez les language extensions, et puis après vous pouvez y aller avec for each length to JSON string et find in map. L'agent de Secret Manager supporte 2 nouvelles possibilités, aller rechercher des secrets et assumer un rôle IAM pour aller chercher des secrets. C'est quoi l'agent de Secret Manager? Peut-être c'est quoi Secret Manager d'abord? C'est un service sécurisé pour stocker vos secrets, typiquement des clés d'API, des mots de passe et des choses comme ça. Des clés secrètes peut-être aussi, quoi qu'il y a des HSM aussi pour ça, mais enfin bon, des secrets. L'agent, c'est un proxy qui permet à votre code d'aller chercher le secret dans Secret Manager sans utiliser directement l'API de Secret Manager et gérer les erreurs pour vous, gérer les retries, gérer du caching pour vous aussi. Donc typiquement l'agent, c'est une layer que vous allez mettre dans Lambda. C'est aussi utile dans ECS ou dans EKS par exemple. Ce sont les endroits où vous allez utiliser cet agent, on pourrait dire un sidecar dans le monde des containers qui interface votre application avec Secret Manager. Donc 2 nouvelles possibilités pour cet agent. La possibilité d'aller chercher des secrets en batch. Imaginez que au démarrage de votre fonction Lambda, il ait besoin d'une dizaine de secrets. Et bien maintenant, l'agent va pouvoir utiliser une API qui s'appelle Batch Get Secret Value API pour aller les rechercher en un seul appel d'API et donc réduire la latence, réduire le nombre de round trip. Et puis quoi d'autre? Ah oui, c'était la deuxième possibilité, c'était on peut lui passer un rôle maintenant à assumer. C'est-à-dire, il ne faut plus donner nécessairement la permission à l'agent ou à votre fonction lambda d'aller chercher le secret. On peut juste lui donner la possibilité d'assumer un rôle. Elle va assumer ce rôle et c'est dans ce rôle-là qu'il y aura la permission d'aller lire les secrets, ce qui est bien aussi pour des questions d'auditabilité ou pour aller chercher les secrets que sont autorisés l'appelant, par exemple, qui passe un rôle aussi. Donc, 2 nouveautés, si vous utilisez un Secret Manager depuis Lambda, ECS, EKS, allez regarder le AWS Secrets Manager Agent. Je vous avais parlé d'AWS Interconnect il y a quelques temps, c'est ce service réseau entièrement managé pour faire des interconnexions entre le cloud d'AWS, votre VPC, et des cloud providers externes. Alors on a commencé avec Google, c'est lui que je vous avais démontré, j'avais fait une petite démo dans un blog post pour vous montrer ça. On vous avait dit que Azure viendra plus tard, et c'est toujours le message, Microsoft Azure coming later en 2026, mais il y a un nouveau qui est disponible en preview, c'est OCI. Vous pouvez maintenant vous interconnecter avec le cloud d'Oracle. 2 nouveautés sur CloudFront, le CDN dans le Mutual TLS. Donc le Mutual TLS, c'est un mode assez récent dans CloudFront qui permet de faire de l'authentification par certificat côté client. Donc le client présente un certificat et le serveur valide ce certificat. Alors jusqu'à présent, vous deviez faire la vérification du certificat at the edge, donc sur CloudFront, et vous deviez le connecter à un Trust Store pour savoir quels sont les certificats valides. Eh bien, il y a un nouveau mode maintenant qui est le mode pass-through, c'est-à-dire comme son nom l'indique, si vous comprenez l'anglais, CloudFront ne fait plus aucune vérification du certificat présenté par le client, il le passe tel quel à votre application à l'origine, et c'est à votre application de décider si le certificat est valide ou pas. Et ça vient aussi avec la possibilité de faire de l'OSCP, donc de la révocation pour les mutual TLS, c'est-à-dire qu'on peut vérifier au niveau du Edge, au niveau de CloudFront, si le certificat présenté par le client fait partie d'une liste de révocation, donc une liste de mauvais certificats qu'il ne faut pas accepter. Avant, vous deviez faire cette vérification et la coder vous-même dans votre application. Maintenant, vous pouvez le faire directement at the edge avec le support de OSCP Revocation for Mutual TLS. On
va un peu parler d'agents IA, parce qu'on est déjà à plusieurs minutes dans cet épisode du podcast et on n'a pas encore parlé d'IA. Si, un tout petit peu avec Claude au début, c'est vrai. 2 agents Frontier qu'on a annoncés à reInvent et qui sont disponibles, c'est Security Agent et Transform Agent. Je commence par Transform Agent. Donc c'est un agent qui permet de faire de la transformation de code, par exemple de la migration Java 6 vers du Java moderne, ou plus dur, changer du vieux code COBOL en code Java. Donc c'est un agent de modernisation, de refactorisation de code. Et bien cet agent, qui n'est pas nouveau, qui existe déjà, il est maintenant disponible dans des IDE agentiques comme Kiro, comme Claude, comme Cursor et comme Codex. Avec ces 4-là, je crois qu'on couvre l'ensemble du marché des IDE agentiques. Ça veut dire que vous pouvez commencer les tâches de transformation dans la console et puis les reprendre dans votre IDE et passer de l'un à l'autre. Vous avez la même vue consistante sur l'état du projet de transformation. Il supporte également les rôles IAM pour l'authentification maintenant. Donc ça, ce sont 2 nouveautés. C'est un plugin ou un MCP qui sont disponibles sur GitHub. Il y a aussi un Power pour Kiro qui est disponible dans le marketplace de Power. Et puis l'autre agent dont je voulais vous parler, et puis je vous promets que c'est fini avec l'IA pour aujourd'hui, c'est le Security Agent, vous savez, cet agent frontière, donc de nouveau qui tourne dans un contexte autonome, qui est capable de faire des pen tests pour vérifier la sécurité de vos applications. Eh bien, il est capable maintenant de faire un full repository code review, donc de faire un code review non pas sur une fonction ou un fichier, etc., mais sur l'ensemble de votre repo, même si c'est un gros monolithe repo. Et le fait de pouvoir regarder l'ensemble du code, ça lui permet de détecter des patterns qu'on ne verrait pas nécessairement, des interactions de code qu'on ne verrait pas nécessairement quand on regarde à une portion du code. Donc il peut, dans sa petite sandbox, dans son petit harness, faire un git clone complet et de rechercher dans tout votre code de façon très contextuelle une analyse de la sécurité. Donc ça va plus loin que les simples analyses statiques des outils traditionnels. Et quand il trouve un problème, il peut générer la remédiation et vous envoyer un pull request pour vérifier et pour contrôler tout ça. Donc c'est AWS Security Agent avec cette nouvelle possibilité de faire une analyse sur votre code source complet. Amazon Aurora DSQL, Distributed SQL, cette base de données active multi-région qu'on a lancée à reInvent il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, ou c'était l'année passée, non, c'était il y a 2 ans déjà, introduit un nouveau changement en preview, c'est du Change Data Capture. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui va changer dans la base de données, il est capable d'émettre un stream vers Amazon Kinesis Data Stream. Ça vous évite de devoir maintenir ou développer vos propres possibilités de pipeline. C'est plus facile pour créer des Event-Driven Applications, des applications déclenchées par des événements ou pour alimenter des pipelines d'analytique en temps réel ou simplement pour synchroniser des données à travers plusieurs systèmes. Donc DSQL capture automatiquement maintenant le résultat des inserts, des updates, des deletes quand ils arrivent et il vous génère des événements sur EventBridge et donc vous pouvez utiliser ces événements pour synchroniser ou pour faire du processing tel que vous voulez avec Lambda par exemple ou S3 ou Redshift ou OpenSearch avec Amazon Data Firehose Analytics. Il n'y a pas d'infrastructure à mettre en place, c'est conçu pour avoir 0 impact de performance sur votre workload de database. Donc vous pouvez rajouter et activer le CDC sans changer le throughput ou la latence de votre base de données. C'est disponible aujourd'hui dans toutes les régions où DSQL est disponible. Si ça vous intéresse, essayez-le. Faites-nous part de vos feedbacks. Il y a un blog post et je vous mets le lien évidemment dans les notes du podcast. Une nouvelle base de données d'AWS, ça n'arrive pas tous les jours, ça, ExtendDB. J'ai dû lire 2 fois le truc. D'abord, je me suis dit, non, c'est pas vrai, c'est une blague. Et puis non, c'est vrai, c'est un vrai projet AWS qui s'appelle ExtendDB, qui est une base de données compatible DynamoDB et open source. Donc compatible, ça veut dire qu'elle utilise même le même protocole et le même format de données. Vous savez, le JSON un peu spécial qu'utilise DynamoDB au niveau de son API. Sauf qu'elle est implémentée en Rust et elle peut fonctionner en local sur votre machine. Alors ça sert à quoi, vous allez me dire ? Évidemment, le premier use case,
c'est les tests en local. Je veux pas nécessairement taper dans une base de données remote où je développe offline dans un train ou dans un avion, ou dans ma CI/CD je veux tester des morceaux de code qui utilisent DynamoDB, mais je veux pas taper dans la vraie DynamoDB. Et bien donc ça vous fait un petit faux DynamoDB local. Vous allez me dire, mais ça existait déjà ça? Oui, vous avez raison, je me suis dit la même chose. Ça existe, ça s'appelle local DynamoDB local, c'est écrit en Java, et ça existe depuis des années, mais 10 ans. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est écrit en Rust, ça c'est une nouveauté, ça va un poil plus vite à démarrer que Java, mais surtout il y a une architecture de database back-end qui est séparée, c'est-à-dire il peut y avoir plusieurs stockages. Alors nous on vient par défaut pour le moment avec Postgres, mais la communauté a fourni déjà un stockage Cassandra par exemple pour pouvoir stocker les données dans le data store de votre choix que vous devez amener. C'est pas un service managé du tout, c'est un truc qui tourne en local sur votre laptop ou sur un serveur et qui vient avec sa base de données pour le stockage. Mais donc ça ouvre des nouvelles voies, parce qu'on a des clients qui nous disent ouais c'est bien DynamoDB, mais j'ai aussi certains du code qui doit tourner à des endroits où il y a pas de connexion réseau, où il y a des connexions réseau intermittentes, et donc DynamoDB ça va pas parce que c'est un service entièrement réseau. Et bien avec ExtendDB maintenant, et une petite base de données Postgres, sans modifier le code de votre application, vous pouvez avoir l'application quand elle est offline qui parle à vos DynamoDB local, enfin à ExtendDB, c'est pas DynamoDB, c'est juste la compatibilité des protocoles au niveau des API et des formats JSON input-output, c'est tout. Mais donc avoir un stockage local compatible DynamoDB quand votre application est offline, et puis quand elle n'est plus offline, eh bien resynchroniser avec le vrai DynamoDB ou parler avec le vrai DynamoDB. C'est disponible sous une licence Apache 2, c'est sur GitHub, c'est un projet communautaire. Si vous suivez Corey Quinn, l'analyste FinOps très connu dans le monde AWS, il dit toujours il n'y a qu'une seule base de données, c'est Route 53, c'est le DNS. Eh bien devinez quoi, il y a eu un pull request pour avoir un backend Route 53 avec des records TXT pour ExtendDB. Ça c'est juste pour le fun. Allez lire le blog post, c'est super intéressant. Et si vous utilisez DynamoDB, ou si vous l'utilisez pas justement parce qu'il fallait être online tout le temps, allez regarder ExtendDB. Un blog post qui est sorti hier ou ce matin. Hier, j'enregistre le jeudi 21 mai, tard au soir. Donc c'est sorti mercredi 20 mai. Pour annoncer un changement de comportement des SDK et des outils donc qui utilisent les SDK sur le comportement en cas de retry. Vous savez, ça fait des années qu'on vous dit que quand on fait un appel d'API et que ça marche pas, il faut attendre un peu et réessayer. Eh bien, tous les SDK ou presque tous les SDK changent leur comportement de retry. Alors, c'est quoi les changements? Eh bien, d'abord, on va on va réessayer beaucoup plus rapidement quand quelque chose ne va pas. On passe à 50 millisecondes de délai entre deux retries plutôt que plusieurs centaines de millisecondes. Et puis on va avoir des comportements dynamiques en fonction du type d'erreur. Si c'est une erreur permanente, le service est down, ça sert à rien de saturer le service avec plus de demandes, donc on va plus espacer les retries. Si c'est une erreur de quelque chose qui peut être réessayé par exemple, pour une erreur transitiante, eh bien du throttling par exemple, eh bien on va pouvoir réessayer plus rapidement. Il change aussi les défauts d'accès à DynamoDB, enfin des retries d'erreurs de DynamoDB, 25 millisecondes entre deux retries avec 4 tentatives par défaut, etc. Donc il y a plein de valeurs par défaut qui adoptent enfin des valeurs un peu plus sensibles, un peu plus évidentes, celles que vous auriez voulu avoir, vous les avez maintenant. Alors comme on comprend bien que ça va changer le comportement de vos applications, ça reste en opt-in, donc vous devez activer un flag, c'est une variable d'environnement qui s'appelle AWS New Retries 2026 qu'il faut mettre à true pour que ce nouveau comportement prenne le dessus, mais ça deviendra le défaut à partir de novembre cette année, donc autant tester vos applications dès aujourd'hui, c'est juste une variable d'environnement à changer. Alors j'ai dit c'est dispo dans tous les SDK, c'est pas tout à fait vrai, c'est dispo dans Java, Python, .NET,
PowerShell, JavaScript, PHP, Kotlin et Rust. Et les autres vont venir bientôt. Les issues sont déjà ouvertes sur GitHub, donc vous pouvez suivre pour voir quand ça va arriver. Alors les autres, c'est quoi? C'est Swift, c'est Ruby, c'est Go, c'est C++, et c'est la ligne de commande qui consomme le Python SDK. Donc je sais pas pourquoi la ligne de commande n'est pas automatiquement, puisqu'elle vient avec le Python SDK. Mais enfin bon, regardez ça, testez vos applications, surtout l'aspect retry des applications, parce que ça sera opt-in, défaut pour tout le monde à partir de novembre 2026. Voilà, c'est la fin de ce podcast AWS en français, toujours assez long, hein, j'ai du mal à tenir vos 10 minutes, un quart d'heure du début, il y a de plus en plus de nouveautés AWS. La semaine prochaine, on se retrouve avec un nouvel épisode enregistré lors du Summit AWS, c'était à Paris le 1er avril, et on parlera de la centrale, ce site web que vous utilisez peut-être pour vendre ou pour acheter vos véhicules d'occasion. Ça sera vendredi le 29 mai sur le web et dans toutes les bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.